Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue d'actualité au programme aujourd'hui. Alors oui, évidemment qu'on va parler des européennes, évidemment qu'on va parler des scores aux européennes, de qu'est-ce que ça augure pour l'avenir de notre pays. Et franchement, je vous le dis sincèrement, c'est très stylé. Mais avant tout, je t'invite à liker, à commenter, à partager et surtout à t'abonner à la chaîne de Georges. C'est très important pour le... 对，下次再见了，高丽参谢谢。 Vous êtes sur la chaîne de Georges et vous regardez la seule et l'unique revue d'actualité. Elle va être longue cette revue d'actualité et est en 2 parties d'ailleurs. Hein, la prochaine partie sortira demain. Asseyez-vous confortablement, on va décrypter tout ça. On va faire notre Clément Viktorovitch et franchement, ça va être agréable. Allez, c'est parti. Abonne-toi, c'est important. Important pour le référencement. N'hésite pas à t'abonner. Alors. Là, va falloir être très organisé dans cette actualité. Il y a énormément, et alors, c'est pas une vanne, énormément de choses à dire sur ce qui s'est passé dimanche dernier. Déjà, on va essayer de résumer un peu toute l'actualité. Et en fait, on va aussi faire un peu de science politique. Et vous allez voir, c'est très important. Pourquoi de la science politique, me diriez-vous? Parce que tout ce qui s'est passé de près ou de loin dans les derniers jours et ce qui va se passer dans les prochains jours est lié à la matière, est lié à la science politique. Et spoiler alerte, ce qui est en train de se passer, en tout cas pour ceux qui aiment leur pays, c'est historique. Le 9 juin dernier, donc dimanche dernier, il y avait la très fameuse élection européenne. Et avant de parler des résultats de cette élection européenne, il faut parler de ce que sont ces élections européennes. En gros, c'est les élections des députés européens qui siégeront au Parlement du même nom, au Parlement européen. Ces députés-là sont réunis en groupes qu'on appelle des groupes transnationaux. Ça veut dire que ce sont des groupes aux mêmes idées qui vont au-delà des pays. C'est-à-dire qu'on regroupe des idées au sein d'un groupe spécifique transnational. On va avoir le Parti populaire européen, le PPE, où siègent les Républicains et Van der Leyen. On va avoir Renew Europe, où siège Renaissance. On va avoir Identité et démocratie, où seront donc les 30 députés du Rassemblement national. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'à la base, ces élections européennes, c'est des élections qui sont européennes. Sauf que ces élections en 2024 sont très vite devenues des élections nationales, des élections de politique intérieure. On dit qu'on a nationalisé l'élection. Et maintenant, au niveau des résultats, ça donne quoi? Ça dit quoi les résultats? La liste de Jordan Bardella a littéralement tout écrasé, avec 31,47% des votants, soit 30 sièges. Ensuite, on a Valérie Ayé, le quota handicap lourd de notre nation, à 14,5% des électeurs. Ensuite, on a Glucksmann et le Parti socialiste avec 13,80% des électeurs. Mano Aubry, la branche non armée du Hamas, à 9%. Les Républicains, qui votent Républicains encore? Bref, à 7,24%. Et ensuite, Europe Écologie Les Verts, on s'en branle. Reconquête à 5,46%. On reviendra sur tous ces scores. Et on va analyser tous les scores un par un. Très concrètement, même si c'est une élection où il y a globalement assez peu de participation en soi, les scores sont assez parlants. On avait à peu près 50% des Français qui se sont déplacés pour ces élections, ce qui est globalement dans la moyenne de toutes les élections européennes. Pour vous donner un ordre d'idée, je rappelle qu'au second tour de l'élection présidentielle, c'est 72% de participation. Et bien à cette élection européenne, Bardella, comme je le disais, a tout pris. Il a tout raflé. Un Français sur 3, enfin en tout cas un votant sur 3, a mis un bulletin Jordan Bardella. Alors il y a plusieurs raisons à ça. Bardella déjà a fait une campagne axée sur des problématiques qui émanaient des sondages d'opinion des Français, à savoir l'immigration, l'insécurité et le pouvoir d'achat. Et il a été d'ailleurs particulièrement présent sur les réseaux sociaux, d'où le fait que les jeunes ont massivement voté pour lui, à 32%. 32% des 18-34 ans ont voté Bardella. Je dis ça par rapport au fameux slogan qu'on va nous ressortir et qu'on nous ressort déjà, à savoir « Oui, la jeunesse emmerde le Front National ». Non, la jeunesse emmerde pas le Front National, la jeunesse vote pour le Front National. Et je rajouterai quelque chose qui fait un peu, j'ai envie de dire, bon sens populaire. Les Français, on leur demande ce qui les intéresse et ils disent l'immigration, la sécurité, le pouvoir d'achat. Et là, il y a un truc de ouf. Non, mais, asseyez-vous, vous n'allez pas me croire. Il y a un parti qui se dit, je vais m'attaquer
à la sécurité, à l'immigration et au pouvoir d'achat. Non mais, truc de fou furieux, et ce parti-là arrive en tête. Ça, c'est dingue. Non mais c'est... la politique, c'est dingue. Non, mais c'est juste pour vous dire que non, le nazisme augmente pas en France. Non, le fascisme augmente pas en France. C'est pas ça. Non, le racisme augmente pas en France. C'est pas ce qui explique le vote du Rassemblement national. Le vote du Rassemblement national, c'est qu'il y a une corrélation entre le programme du parti et les attentes des Français, ce qui est la base même de la politique. C'est pour les insoumis qui pensent que modifier le SGEG des enfants de 5 ans, accueillir tous les migrants de la Terre et bouffer des arbres jusqu'à la fin de leur vie. Non, les Français s'en branlent de ça. Voilà. Mais le vote pour Bardella, je reviens sur l'électorat de Bardella, le vote pour Bardella, le vote en faveur du Rassemblement national, il n'est pas seulement jeune, il a aussi une percée historique chez 18% des cadres, 30% des professions intermédiaires, 41% des employés évidemment, mais on le sait, j'en avais déjà parlé, 52% des ouvriers. Donc on a une dynamique qu'on pensait assez isolée pour Bardella, qui est en fait une dynamique beaucoup plus globale. L'électorat, il ne change pas, il évolue, et il évolue pour être un électorat général en France. Dernière chose sur le vote Jordan Bardella, on nous dit souvent, y compris à droite, oui, le vote Bardella est un vote contestataire ou un vote sanction. En gros, que c'est le contre-coup de la politique de Macron. Alors certes, il y a forcément un peu de ça. Je rappelle que 73% des électeurs du Rassemblement national ont marqué leur opposition à Macron en votant, mais aussi, il se pourrait très bien que les gens soient juste d'accord avec le discours de Jordan Bardella, que ce soit un vote d'adhésion, ça peut être les deux aussi. Ça peut être « je suis contre la politique d'Emmanuel Macron » et par ailleurs, je soutiens le vote pour Jordan Bardella, puisqu'on peut aussi penser que beaucoup d'abstentionnistes ne sont pas d'accord avec Emmanuel Macron, mais qui ne conjuguent pas ce désaccord avec un vote pour Jordan Bardella. L'implicite derrière la proposition que le vote pour Bardella est juste un vote contestataire, c'est de dire qu'en fait, le vote Bardella ne vaut pas grand-chose, puisque c'est un contre-vote en soi. Non, c'est un vote d'adhésion. Les gens sont d'accord en France avec Jordan Bardella. J'ai envie de dire, le fait d'être d'accord avec un candidat n'est pas un privilège de gauche. Ensuite, on a Valérie Hayé, campagne évidemment sponsorisée par les Jeux paralympiques. Valérie Hayé, qu'on appelle aussi le ridicule en personne, qui a fait 14%. 14% pour un parti au pouvoir, c'est une honte. On passe très vite, on s'en bat les couilles. Raphaël Glucksmann, lui, c'est ce qu'on appelle une synthèse politique. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que Raphaël Glucksmann, il va rallier les déçus de la gauche de la Macronie, de l'aile gauche de la Macronie, puisque Raphaël Glucksmann est un candidat éminemment libéral, c'est un candidat pro-Europe, et il y a aussi une tendance très écolo chez Glucksmann, et il prend donc les déçus d'Europe Écologie Les Verts, qui ont été minés en soi par la stratégie ultra-woke de Sandrine Rousseau. Alors évidemment, c'était pas directement Sandrine Rousseau, puisque la candidate, c'était Marie Toussaint. Mais la stratégie des écologistes depuis 10 ans a été de se wokiser, de wokiser leur langage via justement Sandrine Rousseau et Marie Toussaint, championne du monde et fine analyste politique. Au moment où l'immigration était la préoccupation principale des Français, Marie Toussaint avait déclaré qu'elle voulait, je cite, contraindre la France à accueillir des migrants. Clairement, ce genre de proposition sanction immédiate avec 5,47% des votants pour l'Europe Écologie Les Verts. Je rappelle que ces scores ne veulent rien dire si on ne les met pas en perspective. Je rappelle que Europe Écologie Les Verts, c'est 16% en 2009 et c'est 13% en 2019. Donc Glucksmann prend les déçus de l'écologisme, ou en tout cas d'Europe Écologie Les Verts, les déçus du macronisme et les déçus du Hamas. Et c'est ce qu'on analyse maintenant. Parce qu'on va analyser Manon Aubry. Le thème de Manon Aubry pendant cette campagne, on va pas se mentir, ça a été la Palestine, Gaza et les Juifs. Une ligne assez claire, j'ai envie de dire un plan de jeu en 3-4-3 ultra offensif avec Neuer en goal volant. Une ligne évidemment très woke, très violente et très anti-nationale. Et évidemment, ça va de soi, une ligne pro-palestinienne. Ligne qui devait faire la jonction en fait entre un électorat bourgeois blanc des villes et un électorat des banlieues et qui finalement ne va même pas chercher 10%. Retenez bien ce chiffre de 10%, on y reviendra. 10%, quoi que disent les clowns et les peintres en bâtiment, 10% pour un parti qui a fait, je le rappelle,
faut quand même se mettre en perspective, qui a fait 22% aux élections présidentielles, 10% c'est de la merde. Et 10% malgré une putain de propagande soviétique partout et tout le temps, notamment sur les réseaux sociaux, donc en direction des jeunes qui ont, je le disais tout à l'heure, massivement voté pour Jordan Bardella. Alors autant, je veux bien qu'on me dise, oui, alors Jean-Luc Mélenchon, c'est un grand manipulateur, il est très intelligent. Je sais, c'est un grand manipulateur, ce qui l'amène d'ailleurs à détester le Jean-Luc Mélenchon d'il y a 10 ans. Mais là, pour les élections européennes, on va pas se mentir, c'est une déroute pour le parti insoumis. Le pari a clairement échoué. Et c'est d'autant plus un échec pour la France insoumise qu'elle a tout misé sur les jeunes, et notamment sur les jeunes des quartiers. Il fallait voir comment la France insoumise s'adressait aux quartiers dans les dernières heures avant le scrutin. Les mecs prenaient vraiment les gars des banlieues pour des putains d'handicapés moteurs en leur disant « Alors attention les gars, vous prenez le papier, vous mettez le papier dans l'enveloppe, vous marchez comme ça, vous allez marcher dans la queue pour le bureau de vote. Attention, ne vous trompez pas, ne mettez pas votre carte d'identité dans les urnes, sinon ça ne sera pas comptabilisé. Attention, ne repartez pas avec votre bulletin de vote, sinon ça ne sera pas comptabilisé. Votez pour nous. On comprend très vite ce qu'a voulu faire la France insoumise, et c'est confirmé aujourd'hui. Ils ont regardé les quartiers populaires. Ils se sont dit qu'il y avait un vivier de voix dans les quartiers populaires. Ils ont demandé aux quartiers populaires « mais les gars, vous c'est quoi vos sujets Toi, t'en penses quoi de la politique ?» Et du coup, ils se sont dit « Ok, la Palestine, pas de galère. » Et ils ont fait campagne sur la Palestine, littéralement. Ils pensaient avoir quelque chose en commun avec les quartiers, à savoir la résistance palestinienne. Manque de bol, ça n'a pas pris. Et ce calcul, selon moi, encore une fois, il est doublement mauvais. Premier élément, ça a fait fuir les rares électeurs, j'ai envie de dire historiques, des insoumis, ou les communistes pour les plus radicaux, ou pour les plus modérés, vers Raphaël Glucksmann. Puisque pour draguer les pro-palestiniens, il fallait parfois, les petits insoumis, il fallait parfois être antisémites. Et évidemment, en termes d'antisémitisme, ils avaient clairement des attaquants de pointe sur le sujet. Et ce calcul est mauvais pour la deuxième raison, à savoir, c'est sans doute une raison qui est d'ailleurs plus grave que la première, c'est qu'aujourd'hui, les insoumis n'ont plus aucune crédibilité, notamment auprès des quartiers. La preuve, et c'est très important, est-ce que vous entendez aujourd'hui des insoumis parler de la Palestine ? Est-ce que le sujet qui prenait 90% du temps de parole des insoumis est seulement évoqué aujourd'hui ? Bah non. Ah, attention, on me dit dans l'oreillette que c'était du pur clientélisme et que évidemment les quartiers tomberaient dedans. Eh bah ouais, c'est vrai. En fait, les insoumis ont vu les quartiers, enfin en tout cas de ce que j'analyse, ils ont vu les quartiers comme des gogoles à qui il fallait parler de Palestine pour mobiliser. En fait, la vague RN aujourd'hui, elle est à mon sens assez durable, sauf dans les villes. Alors ça fait quoi une opposition ville-campagne qu'on associe trop souvent, et un peu par abus de pensée, qu'on associe trop souvent à la fracture élite-peuple. Dans les villes, on a une déconnexion avec le peuple qui est lunaire. À Paris, par exemple, Raphaël Glucksmann, il a fait 20% et Jordan 12%. Je rappelle qu'au niveau national, Jordan 30%, Raphaël 14%. Tout comme à Lyon, à Bordeaux et à Marseille. Ce qui confirme, et c'est une statistique, que Glucksmann et Aubry sont des candidats qui parlent aux citadins et aux bourgeois. Statistiquement, c'est pas une analyse, c'est objectivement parlant, ces partis-là sont des partis de bourgeois. Si on veut le bourgeois originel, le bobo royal de luxe, Monsieur Quinoa, c'est clairement, selon moi, Clément Viktorovitch. Lui, c'est Harvey Dent. Je sais pas si vous avez vu dans Batman, c'est Harvey Dent, Clément Viktorovitch. Il a la face présentable, où il nous explique en écoutant un prout, si c'est un prout de droite ou un prout d'extrême droite ou un prout nazi, qui analyse le degré d'inclinaison de mon sourcil pour savoir si je veux des coquillettes ou si je veux me masturber. Enfin, le mec est vraiment très très loin dans le branlage de couilles. Donc il est évidemment invité partout, notamment dans la fosse à chiottes qui est le service public. Et l'autre face de Clément Viktorovitch, c'est le même Clément Viktorovitch, militant d'extrême gauche, qui nous dit que... Alors, la séquence est lunaire, je vous la mets, qui nous dit que les membres de Reconquête sont des fascistes. Bon déjà, je sais pas d'où il sort ça. C'est des fascistes qui ne doivent pas s'exprimer. Fascistes carrément. On est passé à 0,47% de se débarrasser d'eux, d'écarter la menace fasciste en France, de faire en sorte qu'une voix fasciste ne puisse plus s'exprimer à des heures de grandes écoutes. Cette élection vient de les relégitimer pour les 5 années qui viennent. Voilà, tranquille, tu vois.
Puis ils sont tous là, avec leur tête, là, Nicolas Bay, Guillaume Pelletier et tout, là, tous les traîtres du RN qui sont venus à la soupe chez Éric Zemmour, et qui, c'est bon, sont relégitimés, ça, ils ont leur poste, ils sont là, voilà, c'est très bien, super, c'est très bien. C'est vraiment, c'est parfait, tu vois. C'est parfait, la France vient d'envoyer 5 députés fascistes au Parlement européen, c'est parfait. Alors déjà, je ne sais pas qui est Clément Viktorovitch pour donner des leçons de fascisme et des leçons d'expression publique. Et ensuite, ce genre de positionnement politique devrait t'interdire d'avoir ne serait-ce qu'une minute d'antenne sur le service public. Enfin, là, il n'y a plus de neutralité, là. Je reprends sur la bourgeoisie parce qu'on va rester dans le terrain du vote bourgeois. La bourgeoisie n'aime pas avoir tort. C'est pourquoi on va avoir le soir même et le lendemain des manifestations pour s'opposer au score du Rassemblement national. Où ça, dans les villes, comme par hasard, comme c'est bizarre, dans les villes bourgeoises qui ont massivement voté pour Aubry et Glucksmann, on a des manifestations contre le score du Rassemblement national. Imaginons, ça me paraît peu probable, que Manon Aubry fasse le score de Jordan Bardella. Est-ce que vous imaginez des campagnes, des fermes, des petits villages qui manifestent contre le score de Manon Aubry et des Insoumis? Non, ça ne marche pas comme ça. Parce qu'il y en a un qui a la tradition démocratique et l'autre qui ne l'a pas. Soit Manon Aubry gagne, soit les autres ont tort. C'est ça ce qui se passe dans la tête des Insoumis. Et ça, ce rapport-là à la démocratie, c'est un invariant depuis la création même du suffrage universel. Depuis la création du suffrage universel en France, la bourgeoisie, qu'on peut légitimement appeler une bourgeoisie anti-France, la bourgeoisie anti-France des villes, cette bourgeoisie-là déteste la démocratie puisque ça lui enlève le monopole décisionnaire, donc le monopole de la décision politique. Décision politique qu'elle va récupérer via des chemins de traverse, notamment les juges, mais notamment aussi la peur. Que ce soit la peur que les groupuscules insoumis et antifa entraînent chez ceux qui ne votent pas pour eux, alors, je dis insoumis et antifa parce que ce sont les mêmes personnes. Ces deux groupes-là, c'est les mêmes personnes. Juste, il y en a qui ont une dégaine présentable et les autres, tout de noir vêtus. Mais ce sont les mêmes personnes. Je rappelle que Raphaël Arnaud, le Raphaël Arnaud de la Jeune Garde, qui voulait, je cite, on se tient bien, hop, on est tenu, ce mec Raphaël Arnaud qui voulait mettre des balles dans la tête des opposants politiques de la France insoumise, qui est lié à Jean-Luc Mélenchon, à David Guiraud et à tous les loustiques de la France insoumise. Ce mec-là fait même un camp de vacances où il invite Jean-Luc Mélenchon. Donc les antifas sont liés aux insoumis. C'est les mêmes personnes, c'est le même groupe. Les antifas sont invités à des débats parlementaires sur le terrorisme via Thomas Porte, insoumis lui aussi. Et je rajouterai 2 choses avant de passer à la suite. L'antifascisme pour les insoumis, c'est le carburant de ce que j'appellerais la stratégie de la peur. Terreur, évidemment, tu l'auras reconnu, pour les femmes qui prennent le métro avec eux, et terreur pour les Kurdes. Bah oui mon Raphaël, on sait que t'as tabassé un Kurde quand il s'était opposé à toi dans une conférence, tu lui as même pété une dent. On a des sources partout Raphaël. Donc les insoumis vont utiliser ce groupe-là, le groupe antifasciste, pour terroriser les adversaires à l'extérieur, mais surtout à l'intérieur de la gauche. Je vous dis ça parce que le mouvement antifasciste est typiquement ce qui, selon moi, pourrait empêcher toute alliance d'autres groupes avec la France insoumise, mais on y reviendra peut-être demain dans ma vidéo sur les possibles alliances. Ça, c'est pour les élections européennes. Je vais parler évidemment de la dissolution du président, mais le calcul politique de cette dissolution, ou en tout cas de l'annonce de la dissolution, c'était évidemment qu'on enchaîne très vite sur un autre événement politique pour faire oublier que le pouvoir en place s'est fait latter le cul dans ces élections européennes. C'est une défaite qu'on tente de faire oublier par une autre échéance politique. Donc, au soir des élections européennes, le président Emmanuel Celze Macron active l'article 12 de la Constitution, à savoir la dissolution de notre Assemblée nationale. Mais alors déjà, c'est quoi cet article? L'article 12 de la dissolution. Parce qu'on dit, oui, l'Assemblée est dissoute, mais ça correspond à quoi, concrètement? En fait, l'article 12, c'est la capacité du président à dire à tous les députés d'aller se faire enculer et de convoquer de nouvelles élections
législatives. Élections qui doivent intervenir, en tout cas juridiquement c'est le cas, elles doivent intervenir 40 jours après l'annonce de la dissolution. Et la dissolution de l'Assemblée nationale peut avoir plusieurs utilités. Première utilité, répondre à une situation de grande tension, comme ça a été le cas en 1968. Autre utilité, favoriser une cohabitation, comme ce qu'a fait Chirac en 1997. Et troisième option, consolider une majorité après des élections présidentielles, ce qu'a fait Mitterrand en 1981 et en 1988. Alors, clairement, on peut écarter la troisième option. C'est pas pour renforcer sa majorité que Macron fait ça. Je veux dire, il s'est fait la télécu, il va pas se dire qu'en 2 semaines, il va avoir une majorité absolue, ça n'a pas de sens. Deuxième élément, ça n'est pas pour favoriser une cohabitation, je ne pense pas en tout cas, parce que il ne peut pas y avoir de cohabitation compte tenu des scores du Rassemblement national et de la majorité présidentielle. Donc je pense que c'est la première option, c'est pour répondre à une situation qui est critique pour lui. Et alors, les arguments d'Emmanuel Macron pour lancer cette dissolution, c'est de dire « Oui, j'ai compris que les Français m'aimaient pas, du coup, on va voir s'ils m'aiment vraiment pas. » C'est ça en fait, parce que si c'est pas un argument pour faire appel au peuple, parce que pour faire appel au peuple, il a un arsenal juridique, notamment le référendum. En fait, je pense, et c'est mon avis, que la stratégie d'Emmanuel Macron, c'est la suivante. Espérer que le RN remporte une majorité non absolue, donc on dit une majorité relative, à l'Assemblée nationale, pour que le RN soit bloqué dans son gouvernement et que ce pays devienne ingouvernable. Comme ça, en 2027, les gens se disent « Oui, mais on a essayé le RN, ça n'a pas bien gouverné, allez, je vais reprendre un peu de Macron, ou un clone à lui, genre Édouard Philippe ou Bruno Le Maire, l'écrivain érotique. » Et avant de vous parler des probables alliances qu'on peut avoir, on va parler de l'Assemblée nationale. Pourquoi ? Parce que cette élection qu'il va y avoir dans 2 semaines, cette élection va se jouer à un poil de sgeg. Je m'explique. L'Assemblée nationale, vous le savez, c'est 577 députés, 577 sièges. Jusque-là, on est d'accord. Si le RN obtient plus de 289 sièges, soit une majorité qui est absolue, là, on va connaître un autre pays. Je vous le dis direct. Une majorité absolue, c'est la formation d'un nouveau gouvernement dicté par la majorité, donc par le RN. C'est pour ça qu'on parle de Bardella Premier ministre. C'est des lois et des budgets sans l'appui d'autres parties de l'Assemblée. La seule manière qu'aurait Macron de bloquer le bordel, c'est en utilisant les serpillères à foutre du Conseil constitutionnel ou par référendum. Or, le référendum, mauvais plan, puisque la droite est majoritaire dans le pays. On n'est pas non plus à l'abri, si Bardella passe, d'une réforme du Conseil constitutionnel qui ne pourrait plus s'opposer à des décisions prises par les Français. J'entre pas dans les détails, mais une majorité absolue à l'Assemblée, c'est vraiment l'équivalent d'un open bar dans un bar où les pintes sont théoriquement à 35 €. C'est de l'or, vraiment. L'autre scénario, c'est si le RN a moins de 289 députés, soit une majorité qu'on appelle une majorité relative. Là, tout de suite, c'est moins marrant. Je vous le dis direct, puisque le RN va devoir, entre guillemets, négocier son programme en permanence ou utiliser ses députés pour, à son tour, bloquer des réformes à l'Assemblée nationale ou des réformes du président. C'est ce qu'on appelle un moment de blocage institutionnel ou de blocage parlementaire. Ça ouvre la voie à une instabilité permanente puisque, sans compromis, rien n'avance. On se fait chier, on éteint la lumière et on allume la PS5. Donc, pour bien gouverner, il faut une majorité absolue. C'est pour ça que la dissolution de l'Assemblée ouvre l'ère des alliances. Et ça sera le sujet de ma vidéo de demain. C'est mon moment préféré de la semaine et c'est désormais le vôtre, le moment Marceau. Merci à tous d'avoir suivi cette revue d'actualité. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner à la chaîne de Georges. C'est très important pour le référencement. Je vous donne rendez-vous demain pour ma vidéo sur les alliances possibles ou impossibles. À demain l'équipe. Prenez soin de vous et de vos proches. Vive la France et vive ce qu'il en reste. Time! Abonne-toi.